Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Sortir du placard est une chose, mais écrire un livre sur le sujet avec un titre des plus accrocheurs, hostie de fif, vraiment, il faut le faire. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je reçois M. Jasmin Roy. Monsieur Roy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ça me fait plaisir. C'est important. Il faut en parler. Ça sort du placard tranquillement. Puis les gens commencent à se faire à l'idée, mais il commence à être temps aussi. Regardez, M. Roy, moi je prétends, je ne sais pas si je me trompe, mais il faut être vraiment audacieux pour donner un tel titre à un livre, parce que ça dit tout. Et la personne qui dit ça de même doit se dire, c'est parce qu'il se l'est fait dire souvent. Ben oui, moi c'est sûr que c'était l'essence de ma souffrance, pour ça je l'ai mis en gros. Puis je voulais aussi shaker la cage du monde. Je ne vous cacherai pas qu'à un moment donné, je voyais des jeunes qui vivaient ça encore en 2000. À l'époque, c'était 2011, j'ai sorti le livre, ça fait 3 ans de ça. Et puis je voulais dire, hey, écoutez, là, faut que ça cesse à un moment donné. Surtout qu'à mon époque, je peux comprendre. Peut-être les lois ne protégeaient pas les gays et les lesbiennes dans notre société, mais aujourd'hui, les lois sont claires là-dessus. Hein? Voilà. On ne peut pas faire de la discrimination. Non, absolument pas. Et c'est pour ça que je l'ai mis en gros. Puis surtout que moi, j'ai vécu de l'intimidation pendant 5 années de temps dans les écoles. Puis à cause de ça, j'ai eu des troubles d'anxiété, j'ai eu des troubles aussi de dépression. Donc, ça a eu des conséquences sur ma santé mentale. Ça m'a handicapé beaucoup. Puis, vu que j'ai pas d'enfant, je voulais laisser un héritage. Puis, je pense que je suis en train de placer mon héritage. Exactement. Suite à ça, j'ai lancé ma fondation. Comment on peut vaincre la peur du jugement d'autrui à son égard? Donc, premièrement, on peut vraiment vaincre cette peur-là, M. Roy? Moi, je pense qu'à un moment donné, on sera toujours jugé. Moi, souvent, je dis ça aux jeunes, je dis, écoutez, dans la vie, vous avez 2 choix. C'est de faire quelque chose et d'être jugé, ou de rien faire et d'être jugé. Vous allez passer votre vie assis dans un parc à rien faire. Les gens vont passer à tous les jours puis vont vous juger pareil. Donc, à un moment donné, moi, je pense qu'on est plus grand que ces manifestations-là. Moi, je crois vraiment qu'intérieurement, on est des êtres, des grands créateurs. On a beaucoup de force intérieure. Il faut avoir la conviction qu'on est plus grand que ça. Et souvent, moi, quand je vivais de l'intimidation en milieu scolaire, je le dis, je rentrais à l'école, puis je me répétais, j'avais comme un mantra à l'intérieur de moi, puis je répétais tout le temps, il n'y a pas personne, puis j'avais un rêve, c'était de faire du théâtre, je dis, il n'y a pas personne qui va briser mon rêve, puis un jour, je vais leur montrer que je suis plus grand que ça. Et c'est vrai, nous sommes plus grands que ça. Une question, M. Roy, c'est sûr qu'il y a des questions qui sont difficiles, d'autres qui le sont moins, mais dans votre cas à vous, est-ce que vous avez déjà songé au suicide? Moi, j'ai pas songé au suicide, mais je me rappelle parce que j'ai eu, moi, une période de désespoir profond à l'âge de 27 ans, en lien beaucoup avec ce que j'avais vécu là, à l'école. Et donc, je suis tombé dans une pathologie d'anxiété. C'était très douloureux, très difficile à vivre. Ça m'handicapait, ça m'empêchait de travailler même. Et je me rappelle, une journée, j'ai été voir le médecin, puis je lui ai dit, écoute, j'ai pas le goût de mourir, mais on s'entend-tu que si je vis ça le restant de mes jours, je pourrais pas vivre comme ça. Okay. Donc, j'ai dit, il faut trouver une solution. Puis c'est ce que je dis souvent aux jeunes. Je dis, moi, ça m'est pas passé par la tête. Pourquoi? Parce que j'étais convaincu qu'il y en avait des solutions. Mais il faut dire que j'avais quand même étudié un an en psychologie à l'Université de Montréal. Je savais qu'est-ce qui s'offrait à moi. Je savais qu'il y avait des médications. Je savais qu'il y avait des thérapies. Il y avait plein d'aide qui était possible. Donc, j'ai demandé cette aide-là. Et quand on le demande, des fois, la guérison n'est pas momentanée. Là. Moi, ça a été quand même assez long. Là. Ça a pris 4 ans et demi, rebâtir tout ça. Sauf que quand on demande de l'aide, on en a. Puis il y a des solutions. Monsieur Roy, dans votre livre, moi, je l'ai dévoré, c'est le cas de le dire, puis il se lit très bien aussi aux gens. Tantôt, on va le montrer à l'écran. Il se lit très bien aussi. Il y a des choses qui sont difficiles à lire dedans, c'est sûr, parce que vous êtes un homme direct et vous n'avez pas peur des mots, vous n'avez pas peur de mettre des mots dans un livre et lorsqu'on le lit. C'est pour ça que j'aime ce livre-là. Il n'y a rien de caché. Il n'y a rien. C'est cru, mais c'est vrai. Puis c'est très bien fait aussi. Puis, à un certain moment donné, dans votre livre, j'aimerais vous demander pourquoi, selon votre perception, votre famille était divisée en 2 parties. Ah, OK. Ben, c'est facile. Je vais vous l'expliquer. Oui, j'aimerais ça. Parce que moi, je suis venu au monde, j'avais des problèmes de motricité, donc j'étais moins fort que les autres garçons de mon âge. J'avais les pieds plats.
J'avais des problèmes avec mes chevilles. J'ai porté des bottines orthopédiques. Et moi, j'avais ma sœur qui était aînée, puis j'étais moins fort physiquement. Donc, moi, je me suis tenu plus avec ma mère, ma sœur, à la maison. Ouais, c'est ça que... Et mon frère était plus le garçon traditionnel, donc il n'y avait pas de problème. Il était capable de faire les mêmes sports que les garçons de son âge. Puis mon père, il était plus près de lui, il avait plus d'affinité avec lui. Quoi qu'en vieillissant, c'est le contraire qui s'est passé. OK. Fait que des fois, hein, c'est la preuve que la vie, ça peut changer, mais c'est juste pour ça. Qu'est-ce que ça vous faisait que lorsque dans votre enfance, votre père vous disait que vous seriez homosexuel? Il me l'a pas dit Non? que j'étais pour être homosexuel. Mon père me dit, quand tu étais plus jeune, j'étais convaincu que tu étais pour être homosexuel. Je le voyais aller. Mais moi, j'ai eu la chance parce qu'à l'époque où j'ai exprimé ce besoin-là, ce désir-là, parce que c'est pas un choix, moi, j'ai eu des parents qui étaient un peu flower power parce qu'ils ont rentré beaucoup dans la Révolution tranquille, puis ils ont sauté à pieds joints là-dedans, puis ils refusaient un peu toute l'éducation qu'il y avait eu avant. Et mes parents, ils m'ont beaucoup accompagné là-dedans. Ça n'a pas été un rejet. Contrairement à mon époque, il y avait à peu près 20% des parents qui accompagnaient leurs jeunes, 80% qui reniaient leurs jeunes. Aujourd'hui, c'est rendu l'inverse, quand même en peu de temps. Donc, il y a 80% des parents, des fois, qui vont devoir s'ajuster à cette réalité-là. Donc, ils s'ajustent. Parce que c'est normal, à un moment donné, de peut-être pleurer, de dire « Mon Dieu, je suis fâché ». Donc, c'est important de l'exprimer. C'est une adaptation, mais aujourd'hui, on parle plutôt de 80% des parents qui vont accompagner leurs enfants et un autre 20% qui c'est souvent en lien avec des croyances religieuses. Hein? Oui, exactement. Puis c'est pour ça que quand on se reporte au début des années 70, on disait que l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale. Oui, ça a changé, je pense, en 71. 71, oui, c'est ça, 70. Exactement, oui. Cela dit, hein, il y a Kennedy qui avait fait des recherches aux États-Unis en 1950, dans les années 50, où il disait que ça faisait partie de la diversité de la sexualité humaine. Lui, il avait fait une échelle où il disait qu'il y avait à peu près 10% d'homosexuels purs et durs dans la société. Tu as un 25% hétérosexuels purs et durs, puis tu as une courbe. Okay. Et dans la courbe, tu peux avoir juste des rêves, des fantasmes. Et quand tu es au centre de la courbe aussi, tu es bisexuel. Donc, ça fait partie de la nature humaine. Et d'ailleurs, dans mon livre, j'en parle à la fin, puisque dans les dernières études en biologie aussi, on était capable de dénombrer à peu près 450 espèces dans la nature qui ont des relations homosexuelles. Et même souvent, ça fait partie de la survie de l'espèce. C'est ça qui arrive. Puis encore aujourd'hui, là, on vient de voir à la télé, il y en a qui n'aiment pas ça, il y en a qui aiment ça. On a fait 2 pubs sur l'homosexualité. Puis, en tout cas, moi, personnellement, j'aime beaucoup ces 2 pubs-là parce qu'elles sont très, très bien faites. En tout cas, moi, c'est mon opinion. Est-ce que vous les avez vues? Puis, oui. Quelle est votre opinion sur ça? Moi, j'ai été invité par le ministre de la Justice, justement, lors du dévoilement des publicités. Moi, j'ai trouvé que c'était une belle publicité. C'est des belles publicités parce qu'on nous voit en communauté. Hein. C'est ça, être homosexuel, c'est pas juste dans la chambre à coucher. Absolument. C'est d'avoir des familles, c'est de partager la vie. Moi, je m'implique dans ma communauté. Je fais des choix. Donc, je cohabite avec une collectivité. Donc, j'ai le droit, moi aussi, de pouvoir être accompagné de mon conjoint. Et c'est ce que j'aimais de ces publicités-là. Pour ce qui a été des propos homophobes, surtout sur les réseaux sociaux, j'ai été déçu parce que moi, j'accepte qu'on ne soit pas d'accord, qu'on ne comprenne pas. Mais moi, j'ai toujours dit, articulez votre pensée. Je pense qu'on est en démocratie, qu'on est capable de discuter autour d'une table puis de dire, écoute, moi, je ne suis pas à l'aise avec ça pour telle raison. Oui, on a le droit de s'exprimer, mais je trouve qu'il faut arrêter de toujours s'insulter puis de s'humilier. Puis sur les réseaux sociaux, c'est trop facile. À un moment donné, même moi, je suis porte-parole de la Fierté gay à Montréal. OK, même il y a des gays qui ne sont pas d'accord avec ça. Parfait. C'est parfait si tu n'es pas d'accord avec ça. Maintenant, qu'est-ce que tu proposes? Propose autre chose. Mais c'est trop facile de chialer puis de critiquer. Proposer quelque chose d'autre si vous n'êtes pas d'accord. Ça, c'est vrai. On est en démocratie, on a le pouvoir de le faire, on a le droit de le faire. Parce qu'on ne peut pas être tout le monde d'accord avec une chose en particulier. C'est correct de ne pas être d'accord tout le monde. Ça serait plate en maudit la société. Exactement. Si tout le monde est d'accord, on peut-tu l'articuler intelligemment et arrêter de dire des atrocités? Puis sur les réseaux sociaux, là, puis moi j'en parle là, de l'intimidation, mais nos enfants, quand ils voient les adultes envoyer des atrocités comme ça, homophobes, sur les réseaux sociaux,
C'est pas comme ça qu'on va devenir un modèle pour nos enfants puis nos adolescents. Là. Exactement. Ils vont vouloir faire la même chose. C'est ça. À un moment donné, vous vous êtes demandé, et je vous cite selon votre livre... Vous êtes comme Guy Lepage, vous me citez. Bien, presque, malgré que c'est pas tout à fait mon idole, mais entre les gars. et je vous cite, justement, c'est ce qu'il dit souvent, lui. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Est-ce que j'ai ma place sur cette terre? Est-ce que je vais vivre ainsi toute ma vie? Suis-je un monstre? Est-ce que j'ai le droit de vivre? Ce sont des grosses interrogations, ça. Mais honnêtement, quand on parle d'intimidation, puis pas juste l'homophobie, tous les jeunes qui sont victimes d'intimidation se posent ces questions-là. Surtout que quand on est jeune, au primaire, au secondaire, et qu'on est victime d'intimidation, je le dis souvent en conférence, on n'a pas de perspective de vie. Donc, on vit dans cette fausse pensée, dans cette fausse perception que ce qu'on vit là est permanent et c'est ce qui nous attend le reste de nos jours. Donc, il faut briser cette perception-là. Donc, souvent, il faut aider les jeunes aussi à briser ça. Donc, mais c'est les questions que ces jeunes-là se posent. Donc, c'est que les questions que je me posais à l'époque, encore aujourd'hui, il y a 10% des jeunes dans les écoles qui se le posent, qui se les posent. Encore aujourd'hui, en 2013. C'est 10% des jeunes, présentement, à peu près, dépendamment des écoles. Puis, est-ce que les jeunes trouvent des réponses à ces questions? Il y en a que oui, de plus en plus. Je pense qu'on est en train de s'organiser. Cela dit, il y a beaucoup de chemin à faire. On est au début d'un changement. On est au début d'un mouvement. Moi, je dis que présentement, je compare beaucoup ça à la violence faite aux femmes et aux enfants. À un moment donné, dans les années 60, comme société, on a décidé de mettre en place des ressources pour contrer ça. On n'a pas enrayé le problème, mais au moins, on a mis en place des mécanismes pour aider, pour accompagner ces gens-là. Il faut faire la même chose maintenant pour l'intimidation. Là, il y a une loi qui a été déposée, mais on n'a pas déployé de ressources additionnelles. Et selon moi, si on ne déploie pas de ressources additionnelles, on va rentrer dans un mur. On ne réglera pas la situation. Monsieur Roy, il y a une question qui me vient à l'idée. Elle n'est pas due à votre livre du tout. C'est que beaucoup de personnes en parlent, beaucoup sont d'accord, d'autres le sont moins. C'est la fameuse parade. Oui, moi, si je suis pas parade, je peux vous en parler. Exactement, oui. Ça attire un beaucoup. Défilé. Un défilé, une parade, un défilé. On dit beaucoup. Ça attire beaucoup de monde. Beaucoup. Quelle est votre opinion sur ça? Parce que les gens semblent être divisés sur ça. Beaucoup. Oui, c'est correct, je pense. Il y a une chose qui est très importante qu'il faut reconnaître, puis on l'a vu avec la publicité là, qui est sortie là, dernièrement, avec les 2 publicités, c'est qu'aussitôt qu'on est trop visible, on dérange les homosexuels. Moi, souvent, je me fais dire, bon, maintenant, vous avez tous les droits, là, restez chez vous, cachez-vous. Sauf que nous autres, on est encore victimes d'homophobie. C'est sûr, moi, je regarde l'évolution du défilé parce que je suis là depuis quand même quelques années, puis j'ai vu les autres avant. Je crois que je n'étais pas porte-parole. Mais on s'est beaucoup assagi aussi comme communauté. Parce qu'au début, on était un peu baveux. Donc, on voulait en mettre plein à gueule aux gens qui nous haïssaient. Non, mais on va dire les vraies affaires. Oui, donc, on sortait dans la rue, puis il y en avait qui étaient dénudés. Et je pourrais vous dire une chose. Ceux qui ont utilisé le plus la nudité, c'était souvent les Raéliens, qui n'ont plus le droit d'être dans le défilé maintenant, donc les groupes religieux. C'était souvent les hétérosexuels. Et même maintenant, d'ailleurs, il y a 2 ans, je l'ai commenté parce que on est beaucoup plus sobre. Il y aura toujours des drag queens parce que je pense que ça fait partie aussi de la diversité. Puis je pense qu'en tant qu'homosexuel, on a le droit d'être extravagant. On y va tout le temps. Puis, oui, mais c'est pas pire que les gars qui vont au final du hockey puis qui se barrent la face avec du make-up et qui se mettent des perruques. Ce n'est pas pire que ça. Exactement. C'est à peu près la même affaire. On a le droit à l'extravagance, puis c'est comme ça qu'on l'exprime. Puis, deuxièmement, pas l'année passée, l'autre année d'avant, et d'ailleurs, j'ai été à TVA puis je l'ai dénoncé, il y avait tellement rien de choquant dans le défilé. Ils ont été prendre des gens qui étaient là, qui regardaient le défilé, et c'était des hétérosexuels habillés en sadomaso, puis ils ont mis ça dans les journaux, comme si ça faisait partie du défilé. Donc, il y a les médias aussi qui ont beaucoup focusé là-dessus, puis qui n'ont pas focusé sur les parents homosexuels, sur les autobus scolaires. Moi, ma fondation, l'année passée, on avait un éléphant géant avec des enfants puis des ballons. C'est pas juste des drag queens qu'il y a dans le défilé, mais c'est ça qu'on aime montrer à la télévision. C'est juste ça qu'il faut comprendre. Exactement. Vos terreurs nocturnes, Monsieur Roy, des nuits épouvantables, sans dormir, même en être malade.
Oui, ça, c'était à l'adolescence. Oui, c'est surtout. ça, on parle Oui, à l'adolescence, je oui. me réveillais, je tremblais, je vomissais. Je pouvais trembler pendant 1 heure et demie de temps et je vomissais. Parce Euh, que vous ne vous sentiez pas bien. Ça, c'est de l'anxiété. C'est Ça n'avait pas été l'anxiété. diagnostiqué à l'époque, mais c'est de l'anxiété. OK. D'ailleurs, hier, il y avait une dame qui est venue à ma conférence puis elle disait, moi, c'était ça aussi le matin, je vomissais avant d'aller à l'école, même si je déjeunais pas. Donc, c'était de l'anxiété. Et moi, mon corps décompense la nuit, hein, il relâche la nuit. Même dans mon livre, j'en parle. Là, moi, ma pathologie est née la nuit. Donc, c'est la nuit que ça se manifeste surtout. Donc, c'est comme ça que mon corps relâche ses angoisses, ses anxiétés. Ça veut dire que j'avais passé des nuits épouvantables. Ah oui. La séparation de vos parents, Mhm. ce fut vraiment un choc pour vous. Ça a été difficile pour moi. Ça a été très difficile, surtout que c'est survenu justement à ce moment-là de ma vie où c'était très, très difficile pour moi à l'école. Moi, j'ai essayé de faire de la médiation avec mes parents. J'ai peut-être fait le père, la mère des fois par moment. J'ai pas été capable de me récupérer ça. Puis je me suis beaucoup responsabilisé parce que je me rappelle de m'être levé la nuit, puis je m'assoyais avec mes parents, puis je dis, on va se parler, on va trouver des solutions. Puis, tu sais, avec le recul, je me dis, c'était pas un enfant de faire ça. Mais oui, ça a été très Vous difficile. aviez quel âge à ce moment-là? Secondaire 1, secondaire 2, Secondaire début de 2. secondaire, oui. Fait que déjà, vous aviez, vous, vos problèmes. Et est-ce que vous avez comme senti que vos parents vous abandonnaient à ce moment-là? Non, je pense pas. J'ai plutôt senti que il y avait une déchirure en moi. Puis moi, j'ai toujours eu de la difficulté, puis ça fait partie de mon problème personnel, mais j'ai de la difficulté à mettre fin à quelque chose. J'ai de la misère à couper des liens. OK. Dans ma tête, à moi, quand quelque chose est installé, puis ça a été problématique aussi dans ma vie adulte, quand j'ai eu des conjoints dans ma vie, je comprenais pas pourquoi il fallait que ça finisse. Puis c'est la même chose, c'était la même chose à cette époque-là, puis même encore, j'ai de la misère avec ça. Je comprends pas pourquoi on met un terme à quelque chose quand on sait. Une rupture pour vous, ça devenait. Ça marche pas dans ma tête, j'ai bien de la misère encore avec ça. Puis Encore? même quand je termine le travail, puis c'est bizarre parce que je travaille dans un milieu où je suis appelé à aller de contrat en contrat, puis quand je suis installé depuis un bout de temps, je trouve ça très dur de quitter, De laisser. de laisser derrière. Oui, c'est très difficile pour moi. On va arriver au théâtre maintenant. Est-ce qu'on peut dire que le théâtre est venu à votre rescousse à ce moment-là, que vous vous êtes senti renaître avec le théâtre? Ben, le théâtre, moi, j'avais toujours eu un talent que je pouvais exprimer à la maison parce que mes parents me laissaient m'exprimer. Hein, c'était des Flower Power, puis à l'époque, on pouvait faire ce qu'on voulait. Oui, oui. Puis, donc, ça m'a probablement beaucoup aidé. Ce qui est arrivé quand je suis arrivé en secondaire 5, nous autres, on n'avait pas de cours d'art dramatique ou d'improvisation. À l'époque, ça n'existait pas. Puis j'avais un prof de français en secondaire 5 qui aimait beaucoup le théâtre. Il organisait une troupe de théâtre à chaque année avec les finissants de l'école. Je me suis inscrit malgré que j'avais pas d'amis. Et quand j'ai exprimé mon talent, c'est là que j'ai pris ma place dans la vie. C'est là que tout d'un coup, les gens ont reconnu quelque chose en moi et qui ont voulu être mes amis. Là. Tout d'un coup, je suis devenu... Moi, j'ai fini mon secondaire 5. J'étais l'idole des secondaires 5. Là. J'étais le gars sexy. J'étais le gars... Puis, honnêtement, c'est ce que je dis souvent aux jeunes. Je dis, dans la vie, la meilleure façon de prendre sa place, c'est à partir d'un talent, d'une compétence. On n'écrase pas les autres. On exprime un talent. Ça impose le respect. Sans écraser les autres, vous faites ce que vous aimez le plus faire et votre talent est là. Oui. Exactement pour ça. Parce que vous dites à un certain moment donné, en parlant de la troupe de théâtre, et je vous cite encore une fois, « Merci de m'avoir accordé la permission d'exister, d'être moi-même et de partager leur amitié. » À ce moment-là, ça aussi, c'était... Oui, parce qu'on accepte, hein, à un moment donné, on est tellement en manque d'amour, parce que souvent, les jeunes ne comprennent pas ça, mais j'ai accepté tout le monde rendu là. J'ai ouvert mon cœur, puis j'étais tellement heureux de pouvoir faire partie d'une gang, enfin, que j'ai ouvert les bras. Fait qu'on peut dire que le théâtre est venu à votre rescousse. Moi, le théâtre a sauvé ma vie. A sauvé votre vie à ce Je pense, moment-là. en tout cas, m'a permis au moins de continuer. Puis mon rêve de faire du théâtre, de faire de la télévision, que je caressais depuis que j'étais tout jeune, m'a permis de passer à travers ça. Et à travers bien des choses. Chambre en ville. Toute une expérience. Chambre en ville, ça a été toute une expérience. Puis tout le monde en parle encore aujourd'hui de Chambre en ville. Ben, ça nous a mis au monde, hein? Oui, exactement. on regarde Beaucoup plein de d'acteurs aujourd'hui comédiens. ont débuté avec Chambre en ville. Oui, c'était spectaculaire. Moi, souvent, je rencontre les jeunes, les autres
connaissent pas ça, mais c'était comme Star Academy. Hein? C'était un phénomène social. C'était le tremplin. Il y avait 2 millions de personnes qui nous écoutaient. Sauf contrairement à Star Academy, nous autres, ça ne durait pas 1 an, hein, ça durait sur plusieurs années. Oui, c'est vrai. Il y avait un avantage de ça. Non, mais ça nous a beaucoup formés. Moi, je suis très reconnaissant. Je serai reconnaissant de Chambre en ville toute ma vie. Quoique je n'avais pas le plus gros rôle, mais j'ai eu un rôle assez important pour qu'on se souvienne de moi. Expliquez-nous comment ça a commencé, l'approche que vous avez eue pour être dans Chambre en ville. Qui vous a approché? Qui vous a... Moi, je me rappelle, j'avais passé l'audition la première année. Je pense que j'en parle dans mon livre. Tu sais, la première année, j'ai passé l'audition. Je n'avais pas été retenu. Et j'avais croisé Patricia Paquin sur un tournage de pub. Parce que je faisais des petites pubs des fois. Okay, elle m'avait dit, Jasmin, va porter ton CV à tel endroit. J'avais été porter mon CV et ils m'ont rappelé et j'ai eu le rôle. C'est comme ça que c'est arrivé. Puis c'était un peu la porte d'entrée. Bien, ça a été la porte d'entrée. J'ai travaillé beaucoup dans la vingtaine, moins dans le début de la trentaine. Puis ça a recommencé à l'âge de 40 ans, beaucoup pour moi. Depuis un bout de temps, je pourrais dire depuis 8 ans, je travaille énormément, mais je fais pas juste du jeu. Là. J'ai joué dans Caméra Café, j'écris, je fais beaucoup d'animation maintenant. J'ai été journaliste aussi, donc je travaille sur plusieurs facettes. Cette année, j'ai touché à la mise en scène aussi, avec Ils se sont aimés, là, avec Annie Villeneuve, entre autres. Exactement, j'ai fait une autre mise en scène à Toronto, puis je vais en faire un autre à l'automne prochain à Québec. Donc, je touche à d'autres choses. Puis c'est le fun parce que, veux pas, on vieillit, puis on se dit... peut-être que je ne serai pas toujours devant la caméra, mais c'est aussi le fun de travailler derrière la caméra, créer des concepts, des projets. Je trouve ça bien intéressant. Les caméras café sont juste un entrefilet. Ça ne devait pas être facile souvent à tourner parce qu'on voit des bloopers des fois, là, mais on se dit, mon Dieu Seigneur, comment des fois, ils mettons, faisaient... vous ne voyez pas les bouts où on se faisait dire, là, ça suffit. Oh, oui, c'est sûr. Ouais. On se fait ramener à l'ordre. C'est assez. Là. Dans la Chambre en ville aussi, on se faisait ramener à l'ordre. Sûrement. Une gang de jeunes autour d'une table, là, quand on faisait des scènes, là, je veux dire, des fois, la réalisatrice, elle disait, là, ça suffit. Avec Chambre en ville, dans ce rôle-là aussi, c'est là aussi que vous avez rencontré un amoureux, l'achat d'une maison, et soudain, tout a basculé à nouveau, dépression, etc. Mm-hmm. Ça, c'est à l'âge de 27 ans, je vais m'en souvenir toute ma vie. C'était au mois de mars, d'ailleurs, durant une nuit. Je revenais du gala Métrostar, puis je me suis réveillé pendant la nuit, complètement terrorisé. Ça a été dur. Ça a été dur. Les premiers mois, là, ça a été très dur. Puis ça a été long avant de savoir ce que j'avais. Je ne comprenais pas trop. Je pensais que je faisais des crises de panique. C'était pas ça que je faisais. Mon corps, il se mettait en état de peur. J'avais peur. Je savais pas de quoi. Fait qu'on a perdu 6 mois à chercher de quoi j'avais peur. Jusqu'à temps qu'on comprenne que j'avais pas peur de rien. Fait que ma peur était intérieure. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une psychanalyse, moi. J'ai déjà pris sur un réseau, j'avais trouvé ça affreux, sur un réseau, que quelqu'un avait dit une rupture hétérosexuelle, c'est tellement difficile, mais homosexuel, c'est pas difficile. J'avais trouvé ça tellement bas. Une rupture, c'est une rupture. C'est une rupture, exactement. On est des êtres humains. C'est ça, des exactement. D'amour. C'est pour ça que j'avais trouvé ça tellement bas de dire une chose comme ça. C'est la perception de quelqu'un. Probablement que c'est parce qu'il connaît pas la réalité des homosexuels, mais toute relation d'amour chez l'être humain, peu importe, c'est toujours la même chose. C'est même chez l'enfant. Il y en a qui ont banalisé les problèmes chez les enfants face à leurs parents, que bon, c'était des enfants, c'est pas grave, là, ils vont s'en sortir rapidement. Eux autres, c'est pas grave, là, si on se divorce. Pas vrai, ça. On coupe des relations d'amour. C'est très souffrant chez un être humain. Est-ce que votre plus grande erreur aurait été d'avoir cru vos bourreaux, de leur avoir pardonné? Est-ce que ce fut une des plus grandes erreurs? Moi, la plus grande erreur que j'ai faite, c'est de croire les gens. Puis pas juste à cette période-là, parce que ça a laissé des traces, puis j'ai cru plein d'autres personnes après. J'aurais pas dû. J'étais pas naïf, mais j'étais conditionné à croire des gens qui n'avaient pas vraiment nécessairement la maturité... mais je veux pas, quand c'est la majorité, tu as l'impression que c'est ça. Puis, le pardon, parce que j'en parle aussi, le pardon, c'est essentiel. Hein? En psychanalyse, on en parle beaucoup d'amour et de pardon. Mais le pardon, c'est le détachement. C'est qu'à un moment donné, on est détaché de ça. On ne vit plus de peine, on ne vit plus de colère, on accepte
ça crée comme un espace intérieur. Puis c'est un espace qui est rempli d'amour. C'est comme si on retournait à la source, à l'enfance, où un enfant, spontanément, c'est plutôt l'amour qui se manifeste. Donc, on crée cette distance-là. Mais le pardon, c'est pas d'aller voir ses agresseurs, les prendre dans ses bras. C'est de dire, aujourd'hui, vous n'avez plus de pouvoir sur moi. Donc, je suis plus fâché, je suis plus triste, vous m'empêchez pas de vivre, j'ai repris mon pouvoir intérieur. Je veux en revenir à votre livre, vraiment super, je le dirai jamais assez. C'était essentiel pour vous que d'écrire ce livre-là. Qu'est-ce que ça vous a libéré? Est-ce que... Ça m'a pas libéré. Non. Ça, c'est parce que c'est la psychanalyse qui m'a libéré. OK. Ce qui m'a libéré, c'est que je me suis libéré de quelque chose d'important parce qu'il y a plein de gens qui étaient pas au courant, même très près de moi, que j'avais vécu tout ça. Parce que j'avais encore cette honte-là. Puis j'ai brisé la honte pour laisser un héritage. Moi, ce que je voulais faire, c'est de dire aux jeunes, écoutez, là, faut arrêter de vivre ça. Faut changer. Puis je voulais faire évoluer les consciences par rapport à ça. Puis je suis encore là-dedans, là, parce que quand j'ai lancé ma fondation, je me suis donné 10 ans. Puis là, avec tout ce que je vois qu'il y a à faire, je verrai si ça va prendre 10 ans ou plus, mais il y a beaucoup de travail à faire. Beaucoup, oui. Fait que ce que je veux, c'est surtout, au départ, ce que je voulais, c'est de laisser un héritage. J'ai pas d'enfant, fait que je me suis dit, il faut que je fasse de quoi, il faut que ça change. Okay. Parlez-nous de votre fondation. Comment elle est venue, cette fondation? J'ai sorti mon livre en avril, il y a 3 ans, et suite à la sortie de mon livre, j'ai eu plein de courriels, des milliers de courriels. Par Facebook, maintenant, c'est magique, là, on reçoit plein de commentaires puis de témoignages, et c'était pas juste l'homophobie, c'était l'intimidation. Puis ce que j'ai compris, puis rapidement, c'est que c'est pas tant l'outil qu'on utilise, c'est la répétition de l'outil qui fait qu'on détruit quelqu'un intérieurement. Alors, j'ai décidé, à un moment donné, une série de hasards a fait qu'à l'automne, j'ai parti ma fondation sur un coup de tête. J'avais pas d'argent pour partir ça, j'ai tout mis ça en place, j'ai trouvé des sous, et ça a vite pris sa place. Puis on a vite mis en place des projets pilotes. On avait 4 la première année, on en a 12 cette année. On est en train de créer une trousse pour aider les écoles à s'organiser. Donc, on a mis en place des choses pour aider les écoles. Nous autres, on ne fait pas d'aide directe, mais on aide les écoles, on les accompagne. Exactement. Et quand vous parlez d'intimidation, on dit encore que de nos jours, il y a des enfants qui en meurent, qui quittent l'école, qui font des dépressions. Bien, la première cause du décrochage, c'est l'intimidation, on ne se le cachera pas. Nos enfants sont anxieux. Une des principales causes de l'anxiété dans les écoles, c'est l'intimidation. Pas juste chez les victimes, mais sur les gens qui observent ça, les témoins, qui ont peur que ça leur arrive. Donc, on a cette peur-là, cette terreur-là qui est très vivante. Et ça cause des problèmes de santé mentale importants. Là, on l'a vu, là, anxiété, dépression, tentative de suicide. Dans les pires cas, on va s'enlever la vie. Quoique c'est des cas d'exception. Mais chez les jeunes filles aussi, beaucoup de troubles alimentaires, automutilation. Puis perte de concentration, décrochage scolaire, drogue, consommation de drogue, alcool. Exactement. Un peu avant les fêtes, là, on a prouvé que ça déformait même le gène qui était responsable de l'humeur dans le corps humain. Mon Dieu Seigneur. En terminant, comme dernière question, ou conseil à donner peut-être à des jeunes qui prennent cette émission-là et qui ne savent pas quoi faire exactement, qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Bien, la première chose, il faut briser le silence parce qu'on a toujours peur que ça soit pire si on brise le silence puis qu'on a souvent l'impression que c'est de notre faute. C'est pas de notre faute si on est intimidé. C'est pas nous le problème, c'est les autres qui ont un problème avec notre réalité. Il faut faire comprendre ça aux jeunes. Deuxièmement, briser le silence et demander surtout d'être accompagné. C'est pas quelque chose qui se règle du jour au lendemain. Exactement. Monsieur Roy, merci infiniment. Merci C'était très intéressant. Puis si on veut aider quelques jeunes ou quelques personnes avec cette émission-là, bien tant mieux. Et j'invite tout le monde à lire ce livre-là, Hostie de Fif de Jasmin Roy. Merci beaucoup, Monsieur Roy. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.